Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et on peut le dire un peu fou des crypto-monnaies. Tout à fait. On va se concentrer sur une question qui est vraiment centrale. Qu'est-ce qui donne de la valeur à un actif numérique? Est-ce que c'est la loi, le marché ou juste la conviction de millions de gens? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a une pile de sources assez éclectiques. On a des projets de loi du Sénat américain, des analyses techniques très pointues. Oui, On a aussi des reportages sur des communautés de passionnés et même des enquêtes qui utilisent l'intelligence artificielle pour flairer les arnaques. c'est un mélange qui est riche et on va le voir parfois complètement contradictoire. C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, c'est de faire le tri. Faire le tri entre la grande vision, la réalité du marché et ce qui est, juste du vent. On va essayer de comprendre comment un projet comme Pi Network, par exemple, peut générer à la fois un espoir immense et un scepticisme quasi total. Absolument. Alors, pour commencer, mettons en place le décor. Les règles du jeu qui sont en train d'être écrites en ce moment même aux États-Unis. Et ce qui est passionnant ici, c'est qu'on va voir comment la régulation gouvernementale, la technologie la plus pointue et la psychologie humaine s'entrechoquent. C'est vraiment ça le cœur de l'histoire de la crypto aujourd'hui. Allez, c'est parti. On commence avec une loi qui pourrait vraiment tout changer, le Clarity Act. Le Digital Asset Market Clarity Act. Exactement. C'est une proposition bipartisane au Sénat américain, poussée par des personnalités comme Cynthia Lummis. L'objectif, sur le papier en tout cas, c'est de mettre fin au chaos réglementaire qui paralyse un peu le secteur crypto aux États-Unis. Bah oui, ce chaos, il vient surtout d'une, on pourrait dire, une guerre de territoire entre deux grandes agences fédérales. D'accord. D'un côté, on a la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui est le gendarme de la bourse. Pour elle, beaucoup de cryptos sont des titres financiers, un peu comme des actions, et donc ils doivent être régulés très strictement. Et de l'autre côté? De l'autre, on a la CFTC. Eux, ils s'occupent des matières premières, comme le blé, l'or, et leur approche est jugée beaucoup plus souple. Donc en gros, si je résume, on a le flic un peu sévère des marchés financiers contre le régulateur plus cool des matières premières. Et toute l'industrie crypto croise les doigts pour tomber dans la deuxième catégorie. C'est tout à fait ça. Et ce que propose le Clarity Act, c'est une solution assez simple. C'est-à-dire? La plupart des crypto-monnaies, comme le Bitcoin par exemple, seraient officiellement classées comme des commodités numériques. Et donc, elles passeraient sous la supervision de la CFTC. Ah d'accord. En revanche, les jetons qui ont été créés pour lever de l'argent auprès d'investisseurs, ce qu'on appelle une ICO, Une Initial Coin Offering, oui. voilà, cela resterait sous le contrôle de la SEC. Pour les entreprises, ça changerait absolument tout. Des règles claires pourraient les convaincre de revenir s'installer aux États-Unis. Et pour un projet comme Pi Network qui n'a jamais fait de levée de fonds publique, ça pourrait être un ticket en or, non? Ça leur permettrait d'éviter complètement la SEC. C'est un point absolument crucial. Si cette loi passe, Pi Network serait presque certainement considéré comme une commodité, ce qui lui donnerait une marge de manœuvre bien plus grande. D'accord, mais le problème, c'est que la loi n'est pas encore passée. Non, elle a été adoptée par la Chambre des représentants en 2025, mais au Sénat, ça coince. Un vote qui était prévu a été reporté à fin janvier 2026. Et qu'est-ce qui bloque exactement? Des désaccords sur des sujets encore plus complexes en fait, notamment les stablecoins. Ces cryptos adossés au dollar. C'est ça. Et surtout la finance décentralisée, la fameuse DeFi, qui vise à recréer tous les services bancaires, mais sans les banques. C'est un vrai casse-tête réglementaire. D'accord. Donc le cadre légal est en pleine construction. C'est un vrai champ de bataille. Et c'est sur ce champ de bataille que s'avance un projet comme Pi Network. Et c'est l'un des combattants les plus étranges et fascinants du ring, c'est le moins qu'on puisse dire. Pi Network, c'est un phénomène. Complètement. D'un côté, on a une communauté de dizaines de millions de personnes, les pionniers, qui minent des jetons sur leur téléphone et qui sont persuadés de détenir une fortune. Et de l'autre, De l'autre, on a la quasi-totalité des analystes qui considèrent que ça ne vaut rien. Tout repose sur une idée un peu folle, l'AGCV. l'AGCV ou Global Consensus Value. C'est un chiffre magique. 314,159 $ pour un seul pi. Un clin d'œil mathématique, bien sûr. Évidemment. Et ce qui est dingue, c'est que cette valeur, elle n'est pas déterminée par l'offre et la demande sur un marché, mais par un accord, un consensus au sein de la communauté. L'idée derrière, c'est de créer une monnaie stable pour les échanges du quotidien, pas un actif pour spéculer. D'accord.
Mais comment ils comptent maintenir une valeur aussi stratosphérique? Alors, ils ont conçu une mécanique interne qui est incroyablement complexe. C'est une sorte de forteresse économique, isolée du monde extérieur. L'un des documents qu'on a analysés décrit un système à 4 couches. 4 couches. Oui, et la pièce maîtresse, la plus fiable, c'est ce qu'on appelle un Automated Market Maker, un AMM. Ok, une seconde, décortiquons ça. Un Automated Market Maker, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est un contrat intelligent, un bout de code sur la blockchain. C'est un robot trader dont le seul et unique but, c'est d'acheter ou de vendre des pailles à ce prix fixe de 314 159 $. C'est ça, donc il garantit le prix. Exactement. Tant qu'il a des stablecoins, comme de l'USDC, en réserve, il garantit ce taux d'échange. C'est le moteur du système. Et les autres couches, elles servent à quoi? Elles servent à le protéger et à l'alimenter en informations. Il y a un Oracle Aggregator qui collecte les prix des transactions internes entre marchands. Il y a un Chainlink Feed qui sert de filet de sécurité. Et enfin, un Mirror Feed qui observe les prix sur les bourses externes, Aïe. mais avec un niveau de confiance très très bas pour ne pas polluer le système. Donc, si je résume, on a un moteur qui garantit le prix et 3 autres couches qui agissent comme des gardes du corps, en s'assurant que seules les informations validées par la communauté arrivent jusqu'à ce moteur. C'est une économie en vase clos, en fait. Et le tout est supervisé par ce qu'ils appellent le PIDAO, Le PIDAO, une sorte de banque centrale algorithmique. une banque centrale algorithmique. Ça sonne comme un truc sorti de Blade Runner. Concrètement, ça fait quoi? Ça ajuste la quantité de monnaie en circulation. Si la pression à la vente monte, par exemple, il peut émettre de nouveaux jetons ou en brûler pour maintenir la stabilité du prix GCV. D'accord. Et apparemment, ils ont même commandé un audit indépendant fin 2025 pour valider ce modèle. Et les résultats, selon un de nos articles, étaient stupéfiants. Ah oui. Une corrélation quasi parfaite. Ça prouvait que le système pouvait, en théorie, maintenir sa valeur en autarcie complète. C'est la théorie. Mais en pratique, comment ça se traduit? Parce qu'on ne peut toujours pas échanger ses PI sur les grandes plateformes comme Binance ou Coinbase. Le projet est en mainnet fermé. Et c'est justement cette contrainte qui a donné naissance au phénomène le plus spectaculaire. Une économie de troc parallèle. C'est-à-dire? Les sources décrivent des communautés, surtout en Asie et en Afrique, qui échangent des biens, des services, sur la base de cette valeur folle de 314 159 $. On parle de quoi concrètement? On a vu passer des photos de voitures, de produits de première nécessité, et même des maisons échangées contre des pis. Non, sérieusement. Si. Un article mentionne même une rue de la gastronomie à Nanning, en Chine, soutenue par les autorités locales, où des restaurants acceptent les paiements en pi à la valeur GCV. C'est incroyable. C'est un contrat social à une échelle massive. La valeur existe simplement parce que des millions de gens ont décidé qu'elle existait. C'est exactement ça. Mais alors, c'est là que ça devient compliqué pour moi. Si des voitures s'échangent pour quelques dizaines de pi dans cette bulle, pourquoi est-ce que sur les quelques marchés non officiels où on peut en trouver, un pi s'échange pour à peine 20 centimes? Et voilà, c'est là que le rêve se heurte au mur de la réalité. C'est la question à 314 159 $. C'est exactement la question. Une économie basée sur un contrat social peut-elle survivre à la confrontation avec les forces brutes d'un marché ouvert et global? Les sceptiques, eux, sont convaincus que non. Et leurs arguments sont assez concrets, j'imagine. Très concret. D'abord, l'offre totale. 100 milliards de pi. C'est gigantesque. Rien à voir avec les 21 millions de bitcoins. Rien à voir. Ensuite, des millions de nouveaux jetons sont créés chaque jour par les utilisateurs, ce qui crée une pression à la vente qui est potentiellement colossale. Et puis il y a la concurrence. Et la concurrence, bien sûr. Pi n'est plus seul, il fait face à des milliers d'autres projets crypto. Donc, le pari des sceptiques, c'est quoi? Il est simple. Dès que le mainnet s'ouvrira et que les gens pourront vendre librement leur pi, la vague de vendeurs sera tellement forte que le prix s'effondrera pour rejoindre les quelques centimes qu'on voit sur les marchés gris. Et leur conseil est donc? Assez brutal. Vendez ce que vous pouvez, tant que vous le pouvez, car cette GCV est une illusion. On a donc cette tension extrême entre la foi de la communauté et la logique froide du marché. Mais pendant ce temps, que fait l'équipe de développement de Pi, la Core Team? Est-ce qu'ils soutiennent ce rêve de JCV? C'est là que ça devient encore plus étrange. Si on regarde leur communication officielle, leur focus est très, très technique. Ah oui?
Une de nos sources mentionne qu'ils viennent de sortir une nouvelle bibliothèque de paiement pour les développeurs. C'est un outil pour faciliter l'intégration de Pi dans d'autres applications. Il parle d'utilité, d'écosystème, d'applications, Mais pas de la valeur. très très peu de la valeur JCV. C'est fascinant ce décalage. C'est comme si la communauté était en train de construire les plans d'une immense cathédrale mythique en dessinant les vitraux, Oui, c'est ça. pendant que les développeurs, eux, sont encore au sous-sol, en train de perfectionner la recette du béton. C'est une excellente analogie. L'équipe de base construit une infrastructure technique, brique par brique. Et par-dessus, la communauté a bâti une superstructure narrative, économique, qui est gigantesque. Les deux mondes ne semblent pas toujours synchronisés. Et cette tension est au cœur de l'énigme Pi. Complètement. Et cette question de savoir ce qui est réel et ce qui n'est qu'une histoire bien racontée, elle est centrale dans toute la crypto. Ça nous amène à un autre cas d'étude, un véritable avertissement. L'affaire Interlink Labs. En effet, parfois, fabriquer une histoire puissante peut devenir un business model à part entière. On a ici une enquête assez édifiante qui a utilisé l'IA pour vérifier la crédibilité d'annonces faites par Interlink Labs. Et qu'est-ce qu'ils annonçaient? Ils se vantaient que 7 sociétés trésorerie avaient ajouté leurs jetons à leur bilan. Ce qui est censé être un signal de confiance énorme, c'est l'équivalent d'un investissement institutionnel. Exactement. Sauf que le résultat de l'enquête est dévastateur. Raconte. Sur les 7 sociétés, une seule, New2Street, existe vraiment. Sauf que c'est une agence de communication, connue pour publier des articles promotionnels payants. Et devinez quoi? Interlink est l'un de ses clients. Oh là là. Et les 6 autres? L'IA les a classés comme des entités à faible visibilité. En clair, des coquilles vides. Des sociétés fantômes? C'est ça. Elles n'ont aucune présence en ligne, aucun historique. L'analyse de l'IA suggère qu'elles ont été créées à la va-vite pour quelques milliers de dollars, probablement juste pour servir de caution à cette annonce. C'est la recette classique du crypto-hype play, non? C'est exactement ça. L'objectif n'est pas de bâtir un projet solide, mais de créer un sentiment d'urgence, le fameux FOMO, la peur de rater le train. On fabrique une annonce, on crée du buzz, la demande pour le jeton augmente artificiellement. Et les initiés peuvent vendre au plus haut? Waouh! Donc ils ont monté un château de cartes avec des sociétés qui coûtent moins cher qu'un ordinateur d'occasion? C'est audacieux. La conclusion de l'enquêteur IA est sans appel. Les bénéfices de ces annonces sont minimes ou illusoires, et l'opération entière ressemble à un coût promotionnel. Et si on prend un peu de recul, c'est un rappel brutal qu'il faut vraiment se méfier des belles histoires dans cet écosystème. La confiance est une ressource tellement volatile. On voit que des partenariats, des investisseurs, tout ça peut être créé de toutes pièces pour construire un récit qui n'a aucune substance. Alors, après ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient? On a vu 3 forces à l'œuvre. D'un côté, on a les régulateurs qui, avec des lois comme le Clarity Act, essayent de mettre de l'ordre, d'imposer les règles du jeu de la finance traditionnelle. De l'autre côté, on a des expériences radicales comme Pi Network qui tentent de créer de la valeur à partir de rien d'autre que la conviction humaine et un contrat social, en défiant complètement les règles du marché. Et au milieu, on a des acteurs comme Interlink Labs, qui nous montrent que la narration, le battage médiatique sont en eux-mêmes des outils économiques incroyablement puissants, pour le meilleur et souvent pour le pire. C'est une bataille fondamentale sur la définition même de la valeur. Est-ce que la valeur, c'est quelque chose qui est déterminé par des marchés, des bilans financiers, des régulateurs? Ou Ou est-ce qu'une communauté mondiale peut, par la seule force de sa coordination et de sa croyance, faire naître une valeur qui soit tout aussi réelle et tangible? c'est la question de fond. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour Bi. Pour la suite, Oui, dans ce nouvel univers numérique, où un récit peut atteindre des millions de personnes en quelques heures, quelle est la force la plus puissante au final? L'économie des tableurs et des lois ou l'économie de la croyance humaine? l'avenir de projets comme Pi nous donnera peut-être la réponse.